Pourquoi on adore les psychopathes? Non mais c'est vrai, on a toujours tendance à être fasciné par les personnages tordus. Et dans Has-Been Hotel, il y en a un sacré paquet. Bah ouais, t'as capté, cette série elle se passe en enfer, donc en gros tout le monde est soit un meurtrier, soit un détraqué sexuel, et souvent les deux. Pourtant, il y a un personnage qui sort du lot. Il est encore plus terrifiant que tous les autres démons de la série, Alastor. Avec son petit air de gentleman vintage là, son allure élégante et son sourire constant, il a l'air sympa au premier coup d'œil. Et en plus, il est tout rouge, c'est ma couleur préférée. Non, franchement, qui ne ferait pas confiance à un mec en rouge? Mais si je te dis que c'est un tueur en série cannibale en plus de ça, tout de suite tu le trouves moins cool, non? Avant sa mort, c'était un animateur radio à la voix envoûtante. Maintenant qu'il est en enfer, son nom est tout trouvé, le démon de la radio. De tous les personnages de Has-Been Hotel, c'est celui qui a l'histoire la plus dérangeante. Il se balade tranquille en enfer et on a l'impression que tout est un jeu pour lui. Ce qui le fait vraiment kiffer, c'est deux choses, le chaos et la souffrance. Son sourire, il met hyper mal à l'aise parce qu'on a l'impression que c'est juste une façade qui cache en réalité une âme très sombre. A smile is a valuable tool, my dear. Et pour couronner le tout, Alastor est asexuel. Un Aaron Ice, s'il te plaît. Il en a rien à foutre du plaisir charnel, alors que pourtant en enfer, ça ken dans tous les sens. Non, vraiment, Alastor c'est un personnage à part. Peut-être même le mieux écrit par Bibs et Pop. Du coup, les fans l'adorent à tel point qu'ils imaginent plein de théories sur lui et qu'ils ont même créé plein de musiques fan-made. C'est une singerie, et moi aussi je l'adore. Alors je vais te raconter son histoire et on va plonger ensemble dans l'esprit torturé du démon de la radio. Let the slaughter begin. Bon, pour préserver ton petit cœur, on va commencer doucement. Alastor, avant d'arriver en enfer, c'était un humain. Enfin, façon de parler, parce que même de son vivant, il faisait déjà du sale. Cochonne. On est dans les années 1920, et là, y a pas ce délire de scroller sur TikTok comme un 2010 dégénéré en écoutant du rap. À l'époque, la base de la base, c'est la radio et le jazz. Et il se trouve qu'Alastor, il a une voix qui laisse personne indifférent. Un peu comme Morgan Freeman, quoi. Le mec peut te raconter n'importe quoi, tu trouveras ça stylé. À ce moment-là, il est animateur radio, et il captive les gens avec des histoires envoûtantes, souvent effrayantes et surtout très réalistes. Trop réalistes, en fait. Normal, pour avoir des choses captivantes à raconter pendant son émission, il s'inspirait de ses propres crimes. Ouais, c'est comme si Dexter tenait un podcast. Franchement, avoue que tu l'écouterais. Sur son temps libre, Alastor était un tueur en série, et il y a même des théories qui disent qu'il était cannibale. Sympa, hein? Il traque ses victimes dans les coins bressons de la ville, et il les attire avec son sourire rassurant et ses manières impeccables. Apparemment, c'était tellement un psychopathe qu'il chantait en découpant ses victimes. Mais malgré sa vie complètement starbée, sa mort, elle est étrangement... banale. Nulle. Pendant qu'il suivait une nouvelle proie dans la forêt, un chasseur le confond avec un cerf et lui tire dessus. Bam! Une balle en pleine tête et rideau. La mort nulle, mais nulle! C'est ironique quand même, un mec aussi monstrueux abattu par erreur, comme n'importe quel animal. C'est aussi pour ça qu'Alastor est un démon cerf en enfer. Il a des petites oreilles, des petites cornes et une petite queue. Ouah, chelou la conversation. Et même à un moment, on le voit littéralement en train de bouffer un de ses cousins. Bon, tu te doutes bien qu'avec sa vie, il a bien mérité sa place en enfer. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est pas là pour faire de la figuration. Le gars, à peine il spawn dans le Nether, il est déjà niveau 100. Et il est aussi balèze que les Overlords qui dominent l'enfer depuis des siècles. Il déglingue plein de démons et il diffuse son carnage pour montrer à tout le monde que c'est lui le boss. The Radio Demon, one of the most powerful beings hell has ever seen. Sa voix, déjà captivante de son vivant, est devenue une arme. C'est de là que vient son surnom. Sinners started calling him the Radio Demon. Mais ces pouvoirs viennent pas de nulle part. Est-ce qu'Alastor a vendu son âme pour les obtenir? C'est possible, mais une chose est claire. Son sourire permanent et son attitude désinvolte ne sont qu'une façade. Why does anyone do anything? Sheer absolute boredom. Alastor, il est tout puissant, il a l'air de tout le temps s'amuser, mais est-ce qu'il est vraiment libre? Non, parce que à le voir, on dirait que le mec contrôle tout. Ses entrées en scène, son charisme écrasant et surtout cette façon qu'il a de manipuler tout le monde comme des marionnettes. Mais si on gratte un peu sous la surface, on commence à se demander s'il est pas pris au piège de son propre jeu. Pour le comprendre, il est temps de s'enfoncer encore plus profond. En enfer, un pacte, c'est un accord passé entre un démon et une âme damnée. En gros, on peut vendre son âme en échange de protection ou de certaines faveurs. Dans Has-Been Hotel, ces pactes sont pas clairement expliqués, mais c'est sûr, ils existent.
Quand on regarde la série, on le sent que cette dynamique de pacte, elle est très importante, surtout pour les relations entre les démons et les tensions entre les personnages. Mais on n'a pas plus de détails pour l'instant. Alors, tu t'en doutes, mais dans ce genre de cas, il y a des théories qui émergent dans tous les sens. Mais avant de te présenter la plus célèbre d'entre elles, faut que je t'explique un truc. Un pacte, c'est comme un contrat de travail en CDI. Sauf que le patron, c'est pas un boomer qui va te faire chier pour tes 5 minutes de retard. Non, non, non. C'est un putain de démon encore plus flippant que ça. Et comme tu lui as vendu ton âme, tu es contraint à la servitude éternelle. Ce serait pas de l'esclavagisme caché par hasard? En plus, les pactes permettent aux démons d'absorber la puissance de ceux qui les signent. Plus tu contrôles d'âme, plus tu deviens intouchable. C'est pour ça que des personnages comme Valentino, le boss d'Angel Dust, tiennent leurs victimes sous contrat pour étendre leur pouvoir. Et Alastor dans tout ça, lui, il joue dans une autre catégorie. Contrairement aux autres, il refuse de faire des pactes avec Lucifer ou ses semblables. Mais alors, d'où vient son pouvoir? Eh je vais te parler d'une théorie qui fait froid dans le cul. Et si Alastor avait vendu son âme avant même sa mort? Alors ok, on sait qu'Alastor il peut manipuler les ombres, se déformer physiquement, ouvrir des portails, etc. Mais en y regardant de plus près, il y a des éléments troublants dans ses capacités. Quand il utilise ses pouvoirs, des VV apparaissent. C'est ces trucs-là. C'est des motifs traditionnellement utilisés pour invoquer des esprits puissants de la religion vaudou. En fait, quand il était vivant, Alastor vivait à la Nouvelle-Orléans. Et cette ville, elle est justement connue pour ses traditions vaudou. Du coup, une théorie populaire serait qu'Alastor a conclu un pacte avec un esprit vaudou pour obtenir son pouvoir. Ça expliquerait pourquoi il était déjà niveau 100 quand il a spawn en enfer, alors que techniquement, c'est un nouveau venu par rapport aux anciens overlords, comme Zestial ou Carmilla par exemple. That kind of raw power had never been harnessed by a mortal soul before. Au passage, n'hésite pas à donner tes propres théories en commentaire sur Alastor ou sur d'autres personnages. Et si tu veux participer directement aux prochaines vidéos, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Il y a un channel spécialement dédié pour les théories et on peut discuter tous ensemble. Bref, on continue. Une théorie encore plus intrigante dit qu'Alastor aurait pactisé avec Lilith, la reine de l'enfer. Tu te souviens d'elle, non? La daronne de Charlie, la meuf de Lucifer, bref. Lilith est souvent décrite comme une entité qui marche sur la frontière entre lumière et ténèbres, et elle pourrait être à l'origine des pouvoirs d'Alastor. De plus, on sait qu'Alastor a disparu de l'enfer pendant 7 ans avant de revenir aider Charlie avec son hôtel. Et devine qui d'autre a disparu depuis 7 ans? Ouais, Lilith. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais si c'était que ça, certains pensent qu'Alastor a signé un pacte avec une force encore plus ancienne. Ru, la racine du mal. Ouais là, les yeux sur les murs ou au sol qu'on voit un peu partout en enfer, ce serait ça, Ru. Si cette entité existe vraiment, est-ce qu'on tente pas juste de contrôler l'enfer? Non, Ru c'est l'incarnation du chaos lui-même. Une puissance primordiale qui se fiche totalement des règles. Le plus tragique dans tout ça, c'est que Alastor, malgré sa force, pourrait ne pas être aussi libre qu'il le pense. S'il a vraiment signé un des deux pactes, alors ok, il a peut-être obtenu des pouvoirs incroyables, mais à quel prix? On sait qu'en enfer, chaque faveur a un coût, et chaque contrat crée une dette. Regarde son sourire constant, c'est pas juste une habitude étrange. A smile is a valuable tool, my dear. Est-ce que ce serait pas une condition imposée par son pacte? Et ouais, moi je pense qu'Alastor il est forcé de sourire. Pourquoi? Peut-être pour masquer sa souffrance, ou peut-être parce que les termes de son contrat lui interdisent de montrer ses véritables émotions. Et c'est là que ça devient fascinant. Alastor, dans toute sa puissance, c'est un personnage profondément instable. S'il agit souvent comme un showman blagueur, c'est parce qu'il jongle avec deux désirs contradictoires, dominer l'enfer et se libérer de ses propres chaînes. Et ça, il l'a clairement dit lors de la chanson finale. Alors, par souci de copyright, je vais pas directement mettre un extrait de la musique, mais voici une retranscription des paroles. Quand je trouverai comment libérer mes ailes, devine qui va tirer les ficelles. Alors, si on suit cette logique, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, a peut-être un double sens. Ces alliances, comme celle avec Charlie, sont peut-être pas juste pour s'amuser. Elles pourraient être les pièces d'un puzzle beaucoup plus grand. Et toi, ma chérie, t'en penses quoi? Alastor, maître du chaos ou simple pantin d'une force encore plus sombre? On continue à creuser? Ah, faut que j'aille prendre la pelle pour ça, ok. Bon, t'as bien compris qu'Alastor, c'est pas un démon lambda qui balance des boules de feu ou qui fait peur avec des cornes. Quoique...
Non, Mélissandre, lui, c'est une vraie machine de guerre. Alors, je t'ai déjà expliqué que ses pouvoirs viennent sûrement d'un pacte sordide, mais en vrai, ses pouvoirs cachent quelque chose d'encore plus sinistre. Quand Alastor débarque quelque part, c'est jamais discret. Il a pas besoin de se battre pour imposer sa présence, ses ombres suffisent. Les ombres, c'est ces trucs bizarres là, moitié matière, moitié horreur. C'est un peu comme une extension de lui-même. Elle se faufile dans les recoins les plus sombres, enveloppe ses ennemis et les déchire sans qu'il ait besoin de lever le putain de petit doigt. Tu veux un exemple? Bah tiens. Et si t'as bien fait attention, tu remarques qu'il tue pas juste pour tuer, non. Quand Alastor élimine un adversaire, c'est pas la fin, c'est le début d'autre chose. Là, faut que je te parle d'une théorie incroyable. Le lien entre Alastor et le Wendigo. Si tu connais pas, le Wendigo, c'est une créature mythologique issue des légendes amérindiennes liées au cannibalisme. Un être maudit, condamné à errer éternellement avec une faim qui ne peut jamais être assouvie. Ça te rappelle pas quelqu'un? De son vivant, Alastor était déjà un cannibale. Et maintenant qu'il est en enfer, on dirait qu'il a transformé cette faim en une arme. Well, I'm starved. Quand il tue, il se contente pas de faire disparaître ses ennemis, il les absorbe. Leurs âmes, leur énergie, tout passe dans cette dimension parallèle qu'il contrôle. T'as vu ces portails qu'il ouvre, ces espèces de failles où il balance ses adversaires? C'est pas juste un tour de passe-passe pour les éliminer. Ces dimensions, c'est comme des prisons personnelles où il peut les torturer indéfiniment. Ok, t'as compris que la théorie du Wendigo, c'est son cannibalisme humain qui s'est poursuivi en enfer. À chaque âme qu'il capture, Alastor devient plus puissant, plus dangereux. Et ce qui le rend encore plus dérangeant, c'est qu'il semble pas avoir de but précis. Il accumule du pouvoir encore et encore, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ce qu'on sait, c'est qu'Alastor, il est capable de tordre la réalité autour de lui. Dans ses mains, l'enfer devient encore plus infernal. Abonne-toi pour la vanne, s'il te plaît. Sa dimension parallèle, là où il enferme ses victimes, ce n'est pas qu'un lieu, c'est une extension de lui-même. Et c'est là tout le paradoxe d'Alastor. D'un côté, tout semble calculé, chacune de ses actions est précise, comme si il jouait aux échecs avec des millénaires d'avance. Mais d'un autre côté, on dirait qu'il souffre d'une faim incontrôlable. Parfois, on a même l'impression qu'il est contrôlé par des impulsions qu'il ne maîtrise pas. Et là, t'as deviné ma chérie, on va encore plonger un peu plus profond pour essayer de comprendre les réelles intentions d'Alastor. On arrive au cœur du mystère. Pourquoi Alastor fait-il tout ça? Parce que, soyons clairs, on n'a jamais vraiment compris ses intentions. Il prétend que tout ce qu'il fait, c'est pour s'amuser. Why does anyone do anything? Sheer absolute boredom. Mais franchement, t'y crois toi? C'est sûr, Alastor, il est pas juste là pour le fun. Ses actions, ses choix, tout ça cache quelque chose de bien plus profond. Regarde bien ses interactions avec Charlie. Il débarque dans son hôtel, propose son aide, et d'un coup, il transforme ce projet utopique en une sorte de théâtre grotesque. Mais pourquoi? Est-ce qu'il croit vraiment au concept de rédemption? Bah évidemment que non, Mélissandre. À plusieurs reprises, il fait comprendre qu'il trouve l'idée de Charlie complètement éclatée au sous-sol. Pour lui, les âmes en enfer sont irrécupérables. Redemption. Oh, the non-existent humanity. No. I don't think there's anything left that could save such loathsome sinners. Alors, pourquoi il reste? Pourquoi il aide? Peut-être qu'Alastor voit en Charlie un moyen de réaliser ses propres objectifs. Et là, accroche-toi parce que j'ai une théorie de dingue. Non, vraiment, c'est une singerie le truc. Déjà, on sait qu'Alastor a jamais pactisé avec Lucifer. Contrairement à plein d'autres démons, lui, il a aucun pacte avec le roi des enfers. Mais en fait, c'est pire que ça. On dirait qu'il se moque complètement de l'autorité de Lucifer. Alors, est-ce qu'Alastor pourrait chercher à renverser Lucifer? Ce serait logique, non? En aidant Charlie à transformer l'enfer, il pourrait affaiblir son père et détruire petit à petit son contrôle. Une fois Lucifer hors jeu, Alastor pourrait utiliser sa position d'Overlord pour s'élever au sommet. Ce qui est flippant, c'est qu'il a probablement les moyens de réussir. T'y crois pas? Bah regarde sa relation avec Charlie. Prenons un exemple simple, l'hôtel. Alastor aide Charlie à développer son hôtel en recrutant des membres, en le rénovant et en faisant sa promotion. Mais au final, tout ce qu'il fait semble pousser Charlie dans ses retranchements. Il la pousse à douter, à se remettre en question, et dans les moments où elle est le plus vulnérable, qui est là pour lui offrir des solutions? Alastor, bien sûr. Dans l'épisode pilote, quand il propose son aide, on sent tout de suite qu'il le fait pas par bonté d'âme. Non mais franchement, ses sourires, ses mimiques là, tu vas pas me dire qu'il est pas en train de la manipuler. D'ailleurs, toutes les tchouins là qui chippent Charlie et Alastor, ouah, vous êtes vraiment des tchouins, wesh. Mais si tu veux mon avis, l'hôtel n'est qu'une pièce d'un grand puzzle. Alastor joue sur plusieurs tableaux à la fois, et ce qu'il veut vraiment, bah personne le sait.
pas encore. You want my soul? Your soul? Heavens no! Et si on s'était complètement trompé sur Alastor? Attends, quoi? Ça fait 15 minutes qu'on s'enfonce dans la psychologie de ce putain de personnage incroyable, et là je te dis que tout est faux? Mais non, t'inquiète ma chérie, c'est juste que là, tu vas tomber de ta chaise. J'ai une théorie de baiser, encore plus singeresque que la précédente, peut-être même la plus flippante de toutes. Jusqu'à présent, on l'a vu comme un manipulateur, un joueur de l'ombre, un démon avec ses propres intérêts. Mais imagine un instant qu'Alastor soit plus qu'un démon, quelque chose d'au-delà de l'enfer, du paradis et même de la terre. Oula, qu'est-ce qu'elle bave celle-là? Et bah, imagine qu'Alastor soit une anomalie cosmique, une force incontrôlable qui pourrait bouleverser l'équilibre même de l'univers. Non, je suis pas en train de péter un câble, fais-moi confiance, chérie. Rappelle-toi tout ce que je t'ai raconté. Il peut manipuler les ombres, créer des dimensions parallèles et enfermer ses victimes dans un vide absolu. Ce sont pas juste des capacités infernales, ce sont des anomalies. Je t'ai parlé de l'origine supposée de ses pouvoirs, des symboles vaudous qu'il utilise et des incantations. Et je t'ai aussi parlé de la façon dont il méprise les pactes démoniaques. Alastor ne suit pas les règles, ni celles de Lucifer, ni celles d'aucun autre démon. Il joue seul, et malgré ça, il est aussi puissant que les Overlords les plus redoutés. Comment il a fait? C'est simple, le mec a brisé le système. Il ne s'appuie pas sur les règles de l'enfer, non, il crée les siennes. Et ça, bah, c'est terrifiant as fuck, parce que ça veut dire qu'il pourrait aussi bien briser les frontières entre les mondes. Et si Alastor avait un plan pour absorber tout l'enfer, corrompre le paradis et plonger la Terre dans un chaos éternel? Transformer le monde en un immense chaos vide de sens. Les lois de l'univers se brisent, souffrance et jouissance se confondent. Et tout ça, il le ferait avec son fameux sourire, évidemment. Ce sourire, je te l'ai dit, c'est une façade. Mais je dirais même qu'en fait, c'est un symbole. Le symbole d'un être qui n'a aucune limite, aucune attache et aucune intention de s'arrêter. Même quand il souffre, pendant la chanson finale par exemple, il est toujours en train de sourire. C'est même possible qu'il n'ait jamais vraiment souri de toute la série. Je pense que c'est arrivé une seule fois, lors de son pacte avec Charlie. Et c'est pour ça que son visage s'est déchiré à ce moment-là. Alastor est tout simplement incapable d'avoir la moindre émotion authentique. Le gars, c'est un cocktail explosif de pouvoir, de mystère et de terreur. Ce qui est sûr, c'est qu'il est fascinant. Un gentleman monstrueux, un manipulateur manipulé, Alastor est une énigme. Son sourire si iconique symbolise tout ce qu'il est, un paradoxe. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, chérie. Si t'es encore là, commente radio et rejoins le Discord en description. Oublie pas de liker, t'abonner, partager, ça m'aide énormément pour le référencement et propose-moi d'autres personnages à analyser en commentaire.